Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. 15 millions de barils de pétrole, c'est le volume des réserves stratégiques que le président américain souhaite libérer. L'annonce a été faite ce mercredi. Joe Biden, qui est également engagé dans la campagne pour les élections de mi-mandat. On parlera de la question de l'avortement qui divise républicains et démocrates. Dans ce journal, nous analyserons l'influence de la Russie dans les pays du Sahel où la France perd considérablement du terrain. Le Sahel fait face à une crise sécuritaire sans précédent. Pour en parler, Arzouma Compaoré s'est entretenu avec le professeur Alain Bauer. En sport, la NBA reprend du service pour la nouvelle saison. Les Golden State Warriors remettent le titre en jeu et commencent fort, nous dira Yacouba Ouedraogo dans un instant. Voilà pour le sommaire et on commence par un coup d'œil sur la situation en Ukraine. Des images publiées par l'administration pro-russe de la région ukrainienne de Kherson montrent des civils quittant le centre régional et attendant d'embarquer sur un ferry. Des frappes menées par des drones kamikazes avaient déjà provoqué lundi des coupures de courant dans 3 régions, faisant au moins 9 morts. L'Union européenne a rassemblé des preuves démontrant que les drones utilisés ont été fournis par l'Iran et préparent des sanctions contre Téhéran, annonce la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Les détails de tout cela avec Ginny Niwa. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'instauration de la loi martiale dans 4 territoires ukrainiens annexés en septembre par Moscou, Kherson, Donetsk, Lugansk et Zaporijia, alors que son armée subit des revers sur le terrain et multiplie les attaques aux drones contre Kiev. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler que la loi martiale était en vigueur dans la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, dans la région de Kherson et de Zaporijia, depuis leur entrée sur le territoire de la Russie. Et maintenant, il est donc nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces 4 sujets de la Fédération de Russie. Les autorités d'occupation russes ont commencé mercredi à évacuer la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine. Selon l'administration locale, l'évacuation permettra à l'armée russe d'installer des constructions défensives d'ampleur face à une vaste contre-offensive ukrainienne. Le général Sergei Surovikin, en commandant des troupes russes en Ukraine, affirme que la situation est tendue pour l'armée russe. La situation dans cette zone n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels à Kherson. Au total, plus d'1 millier de localités restées privées d'électricité mardi soir, selon le service ukrainien des situations d'urgence. Le 10 octobre, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois, également sur des infrastructures énergétiques, avaient fait au moins 19 morts et 105 blessés. Ces attaques se poursuivent, notamment contre des cibles dans la capitale de Kiev. L'utilisation par Moscou de drones iraniens a été démontrée par l'Union européenne qui prépare des sanctions contre Téhéran. Il y avait un accord politique largement partagé sur le fait que l'UE devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons réuni suffisamment de preuves, nous travaillons sur une réponse européenne claire, rapide et ferme. Téhéran a démenti avec véhémence d'exporter des armes vers les partis en guerre. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dénonce les attaques russes contre des infrastructures non militaires, estimant que c'est un signe de désespoir de la part de la Russie. Les États-Unis vont puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques pour tenter de faire baisser les cours de l'or noir. Le président Joe Biden n'exclut pas d'en utiliser davantage en réponse aux récentes réductions de production annoncées par l'OPEP, a indiqué un responsable gouvernemental. Maintenir des prix élevés quand les coûts chutent est inacceptable, a-t-il insisté.
Le prix du baril du WTI, variété de référence américaine pour livraison en novembre, a ainsi chuté à un peu plus de 3% pour finir à près de 83 $ depuis début septembre 2021. Les États-Unis ont extrait plus de 212 millions de barils de réserves stratégiques qui sont au plus bas depuis juin 1984. Début septembre 2021, les États-Unis ont extrait plus de 212 millions de barils de réserves stratégiques qui sont au plus bas, dont on le disait, depuis 1984, suivant le président Joe Biden. Aujourd'hui, j'annonce 3 mesures essentielles que mon administration prendra pour réduire les prix de l'essence à la pompe. Premièrement, le ministère de l'Énergie libérera 15 millions de barils supplémentaires de la réserve stratégique de pétrole, une extension de notre décision précédemment annoncée jusqu'au mois de décembre. Des analystes indépendants ont confirmé que les prélèvements sur les réserves ont jusqu'à présent joué un rôle important dans la baisse des prix du pétrole. Nous allons donc continuer à utiliser de façon responsable cet atout national. À l'heure actuelle, la réserve stratégique de pétrole est remplie à plus de la moitié, avec environ 400 millions de barils. C'est plus que suffisant pour tout prélèvement d'urgence. Il y a donc cette question du pétrole ici aux États-Unis, mais surtout l'avortement qui est un sujet clé de la campagne à l'approche des élections du 8 novembre. Les deux principaux partis soutenant leur position opposée. Mardi, le président Joe Biden a déclaré que si son parti démocrate remporte la majorité législative, il codifiera le droit à l'accès à l'avortement dans une loi. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell, se penche sur cette question qui divise. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Tous les politiciens américains sont d'accord sur une chose. Au cours des 3 prochaines semaines, les Américains seront confrontés à une décision majeure. Nous ne sommes qu'à 22 jours de l'élection la plus importante de notre histoire, à mon avis, de notre histoire récente du moins. Une élection où le choix et les enjeux sont limpides, surtout en ce qui concerne le droit de choisir. De récents sondages classent l'accès à l'avortement en tête de liste des questions motivant les électeurs qui se rendront aux urnes début novembre pour pourvoir 470 sièges à la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates de Biden s'opposent à la décision de la Cour suprême en juillet qui a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement et renvoyé la décision aux États. Mardi, Biden a déclaré que si les démocrates remportaient la majorité, il soutiendrait une législation visant à consacrer les droits fédéraux à l'avortement dans une loi. Les républicains veulent voir en général un accès restreint ou pas d'accès à l'avortement. Nous allons travailler aussi dur que possible pour protéger autant de vies que possible. Mais très franchement, même si un État autorise l'avortement, j'aimerais penser que dans un avenir proche, l'avortement sera impensable et que les femmes ne se feront pas avorter, même si elles le pouvaient. Cette question a aussi dominé certaines courses clés, comme la course serrée au Sénat en Géorgie. Un avortement, vous savez, je suis un chrétien, je crois en la vie et je dis ceci aux gens, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie. Walker conteste les affirmations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une ex-petite amie se fasse avorter en 2009. Les sondages montrent qu'environ les 2 tiers des Américains soutiennent l'accès à l'avortement, mais les sondeurs ne sont pas sûrs que cela influencera les élections. C'est la question à $1 million. Donc ce que nous savons, c'est qu'au cours de l'été, l'accès à l'avortement est devenu un sujet très brûlant pour les démocrates. Nous avons environ la moitié des électeurs démocrates qui disent qu'ils sont plus motivés à voter à cause de la décision Dobbs. Et une plus grande partie d'entre eux ont déclaré que c'est leur problème numéro 1 et ce dont ils veulent entendre les candidats parler. Cela semble donc motiver les électeurs démocrates. En campagne en Californie cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que cette question résonne bien au-delà des États-Unis. Quand nous pensons aux gouvernements autocratiques du monde entier qui peuvent se tourner vers leur peuple et dire « Eh bien, vous voulez prendre l'Amérique et les droits comme exemple de ce que nous devrions faire ? Eh bien, regardez ce qu'ils viennent de faire. »
Donc, par extension, ce qui vient de se passer aura inexorablement un impact sur les femmes du monde entier. Le vote anticipé a commencé dans tout le pays et les représentants que les Américains choisiront début novembre vont avoir le pouvoir de façonner la politique sur l'avortement pour les années à venir. Également dans l'actualité ce soir en RDC, 5 personnes ont comparu ce mercredi devant la justice militaire à Kinshasa pour l'assassinat en 2021 de l'ambassadeur d'Italie. Un 6e prévenu en fuite est jugé par contumace. Le procès a commencé le 12 octobre mais a été immédiatement suspendu à la demande des avocats commis à la défense qui avaient souhaité pouvoir prendre connaissance du dossier. L'ambassadeur italien Luca Attanasio, autant pour moi, est mort le 22 février 2021 après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du programme alimentaire mondial dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade au nord de Goma, aux abords du parc national des Virunga. Son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM ont aussi été tués. Plus de 50 000 réfugiés burundais sont encore en Ouganda, dont environ 40 000 dans le camp de Nakivale. L'organisation Light for All, qui soutient la scolarisation d'enfants depuis 2017 dans ce camp, a étendu son champ d'action aux femmes victimes de violences sexuelles en les accompagnant dans des projets d'autonomisation. Et mobilise des fonds pour permettre donc aux réfugiés d'explorer des terres mises à leur disposition par les autorités ougandaises. Nathalie Barge a joint à Kampala la directrice de cette organisation, Chantal Mutamouriza. On vient de faire une étude globale de 4 camps de réfugiés, y compris celui de l'Ouganda, celui du Rwanda et 2 camps de la Tanzanie. On a interrogé quelques victimes, au moins une centaine, pour qu'elles puissent raconter leurs histoires. Et donc, en Ouganda, nous sommes en train d'apporter de l'appui psychosocial à quelques victimes de violences sexuelles et en même temps, on essaye de leur donner des moyens de pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire qu'on a lancé des projets d'autonomisation. Pour le camp de réfugiés de Nakivale, on leur donne la chance de proposer ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, à Nakivale, ils ont commencé un projet de poulailler, donc élevage de poules. C'est ça le projet qui est en cours. Puis aussi, on leur a donné un générateur pour pouvoir commencer des projets d'agriculture, pour arroser en fait dans les champs, comme c'est un endroit qui est assez sec. En Ouganda, quand un réfugié arrive, on lui donne un lopin de terre. La personne peut choisir de cultiver ses terres ou alors de construire une maison si la personne en a les moyens. Mais sinon, il y a moyen pour les réfugiés de louer des terres et puis de cultiver. On est en train de mobiliser les moyens pour justement donner aux réfugiés les intrants, les ressources, la technologie qu'il faut pour pouvoir justement utiliser ces terres. Je peux vous dire que, par exemple, un réfugié dans le camp de réfugiés de Nakivale se trouve les Burundais, la majorité des Burundais et des Congolais aussi. On leur donne 13 000 shillings ougandais, ça c'est l'équivalent de $3 par mois. C'est impossible de vivre avec ça. Autre pays, autre problème au Cameroun, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit profondément attristé par la mort de 3 réfugiés suite à des cas de choléra dans le camp de réfugiés de Minawao, dans la région de l'extrême nord du pays où 39 personnes ont également été contaminées. Le HCR n'a pas précisé la nationalité des victimes, mais le camp accueille en grande partie des Nigérians. L'agence onusienne indique dans un communiqué travailler avec le gouvernement camerounais et les agences des Nations Unies pour assurer des soins urgents aux personnes malades et pour briser la chaîne de transmission. Le choléra, dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît périodiquement au Cameroun. Il se contracte par la consommation d'eau ou de produits alimentaires contaminés. Le dernier coup d'État au Burkina Faso a révélé une influence grandissante de la Russie dans le pays, mais aussi dans la sous-région.
Des populations pro-russes disent ne plus vouloir de la présence de la France, qui a donné peu de résultats dans un contexte d'escalade de la violence djihadiste. Selon Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers en France, au-delà de l'influence russe, l'une des solutions pour résoudre la crise sécuritaire est la tenue pour chaque pays d'un véritable dialogue national. Arzouma Compaoré s'est entretenu avec lui par visioconférence alors que M. Bauer était à Dallas, au Texas. Suivez un extrait. Alors, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, mais on peut les gérer plus ou moins bien. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la France ait brillé particulièrement, mais pas seulement au cours des dernières années, disons au cours des 30 ou 40 dernières années, dans sa gestion des affaires africaines. Maintenant, la Russie, elle joue son jeu, comme la Chine jouait son jeu, comme les États-Unis ont joué leur jeu, la Grande-Bretagne, bref, toutes les grandes puissances aiment beaucoup jouer et manipuler les individus, mais toujours dans l'intérêt de la grande puissance en question. Donc le fait que la Russie remplace la France ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou que la Chine ait la même position avec des postures plus économiques, mais quand même montre à quel point il n'y a toujours pas aujourd'hui une véritable indépendance des pays africains. Et je pense que la France, elle devrait justement être le garant d'une véritable indépendance économique, sociale, financière, culturelle, informatique, cyber, plutôt que de se rêver dans sa posture d'ancienne puissance coloniale, n'ayant plus qu'une sorte de nostalgie du passé. Voilà, et donc elle a peut-être raté cet épisode important. Maintenant, les Africains reviendront de la Russie comme ils sont revenus de toute autre puissance coloniale. Une puissance coloniale, c'est une puissance coloniale. Elle se comporte comme une puissance coloniale et quand en plus elle est impériale, on a droit à la double peine. Si aujourd'hui vous étiez un chef d'État au Burkina ou au Mali, quelle est la première action que vous preniez pour faire disparaître le terrorisme? Non, je leur proposerais de faire une vraie conférence nationale, de parler à tout le monde une bonne fois pour toutes pour éclaircir ce que sont les sujets, que les gens expriment ce que sont leurs vraies revendications et pas seulement tirer d'abord et discuter ensuite, ou tirer d'abord pour ne pas discuter ensuite. Je pense que le principe de la conférence nationale, ce qui avait été la grande réussite de l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, ce qui a été la réussite des opérations de décolonisation réussies, ce qui a été la réussite de pays qui se sont à peu près stabilisés, qui restent des pays démocratiques, je pense à la Namibie par exemple, mais pas seulement, pourrait permettre justement de poser la question non pas de qui va être au pouvoir et combien de temps et dans quelles conditions, mais qu'est-ce que les gens veulent et comment on peut améliorer leur situation. Parler aux gens, les forcer à exprimer ce qu'ils disent en tirant plutôt qu'en parlant, est un élément qui peut permettre d'avancer beaucoup. Moi, je suis très partisan de ces séquences et je pense qu'il y a des opérateurs suffisamment reconnus pour pouvoir mettre en place une conférence nationale qui ne soit pas une conférence de répartition des sièges, des richesses, des prébendes, mais qu'est-ce que les gens veulent, de quoi ont-ils besoin et comment ça peut avancer. Normalement, ça crée souvent les conditions d'un retour à une paix. Le tout, c'est de penser qu'elle peut être durable. L'intégralité de cet entretien sur notre site internet voafrique.com. Vous suivez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VO Afrique. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons bien sûr en direct de Washington, D.C.
La crue du lac Tanganyika nuit à la vie sur le littoral. Ces 3 dernières années, le niveau du lac a augmenté de près de 5 mètres. Certains ont tout perdu et se sont oubliés par les autorités. Les détails avec Ginny Niwa. Le vaste lac Tanganyika, 2e lac d'eau douce le plus profond du monde, est partagé entre 4 pays, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. Les crues régulières engloutissent les maisons et les routes, laissant des dizaines de personnes sans abri et des milliers de déplacés. Selon les experts, les eaux du lac ont augmenté de plus de 5 mètres, principalement dû au changement climatique et aux pluies prolongées. Regardez, ici, c'était une très belle maison. Regardez de l'autre côté, tous les gens ont fui. Nous ne savons pas où nous pouvons trouver de l'aide pour reconstruire. Regardez bien tout cela. Nous vivons un cauchemar. Le Tanganyika nous a tous détruits. Malgré les promesses faites par les autorités, les résidents comme Aluta se sentent abandonnés à leur propre sort. La vie d'avant était meilleure que celle que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Moi, je suis habitant de ce coin. Et en fait, sur tous les plans, il y a eu des déséquilibres, quoi. Je pense sur le plan social et surtout sur le plan économique. Pour l'heure, il n'est pas prévu de drainer le lac, affirme l'ancien ministre provincial du Tanganyika, Abedi Ibrahim. Aujourd'hui, sûrement, vous avez remarqué avec moi que le lac a augmenté d'un niveau de plus ou moins 5 à 6 mètres de hauteur. Et en termes d'avancée vers le continent, on est aujourd'hui environ à 250 mètres observés depuis 3 ans. Le problème, en général, est dû, la cause en général est due à quoi? C'est au changement climatique, la perturbation atmosphérique et aux problèmes liés à la géologie. Ibrahim prévient que la situation pourrait encore se détériorer au cours des 5 prochaines années si aucune solution n'est trouvée. Place à présent au sport et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour sa rubrique hebdomadaire. Yacouba, bonsoir. Du basket pour commencer, la NBA a repris du service. Bonsoir John et bonsoir à tous. Et effectivement, pour cette reprise du championnat NBA, les Golden State Warriors enfilent leur bague et ouvrent la saison 2022-2023 en fanfare. Les champions en titre se sont imposés avec une solide victoire aux dépens des Lakers, 123-106. Défaite pour le néo-français Joel Embiid et Philadelphie, battus 126-117 par les finalistes perdants de la saison passée, les Boston Celtics. Regardez. Très enthousiastes, ces supporters des Warriors retrouvent leur entre du Chase Center de San Francisco pour leur premier match de la nouvelle saison NBA. La fête était pleine chez les Golden State Warriors, champions NBA, qui remettent leur titre en jeu. Champions, les Warriors, champions, tout le monde peut le voir. Nous sommes numéro 1 et nous allons le redevenir, alors préparez-vous. Ça passe en tout cas pour le match inaugural des Warriors, vainqueurs des Los Angeles Lakers. En mode diesel, durant la première période, le MVP de la dernière finale, Steph Curry, a fini fort, 33 points au compteur. Côté Lakers, LeBron James a été très bon pour l'entame de sa 20e saison, tutoyant le triple-double, 31 points, 14 rebonds et 8 passes décisives. Plus tôt, les Celtics de Boston ont aussi commencé du bon pied en battant les Sixers de Joel Embiid. La traque des Warriors qui rêvent de back-to-back a ainsi commencé. Bucks, Clippers, Celtics, Heat, Grizzlies, Sixers, entre autres, ces candidats au titre se bousculeront cette saison pour détrôner Golden State, redevenu champion l'année dernière, dans le sillage du flamboyant Stephen Curry. Du football, et nous prenons la direction de la Sierra Leone. La première ligue professionnelle de football féminin du pays a débuté avec un match inaugural dans la ville de Makeni, dans le nord de la Sierra Leone. Il s'est disputé entre les Mena Queens et les Kaoula Queens. Ce match a donné le coup d'envoi d'une saison de 6 mois au cours de laquelle 12 clubs s'affronteront. Djeniniwa. Ces footballeuses sierra-léonaises se sont parées de leur meilleure tenue sportive pour un événement tout aussi inédit. C'est la première fois que le pays connaît un championnat féminin de football et les fans du ballon rond sont au rendez-vous.
Nous sommes des supporters de Karonla. Nous sommes venus soutenir nos sœurs pour remporter la première ligue féminine. Depuis et pour toujours dans l'histoire de la Sierra Leone, nous assistons à la première ligue féminine et nous espérons partir d'ici avec la victoire. Cette première saison regroupe 12 clubs qui doivent convaincre les autorités qu'elles ont eu raison d'instaurer un tel championnat féminin. Ces clubs vont s'affronter jusqu'en avril 2023 pour une somme dont le montant n'a pas été précisé et un trophée. Je suis honoré. Vous savez que c'est une grande chance pour moi d'être ici, car je crois que c'est grâce à ma propre détermination que des activités aussi uniques ont lieu. Je suis donc très heureux et très fier, très impressionné. Le match inaugural met aux prises au stade de Makeni, une équipe de cette ville et une autre de la localité de Kenema. Le coup d'envoi est donné par la première dame de Sierra Leone, Fatima Bio, en présence du président Julius Maada Bio. Les défis sont collectifs pour les équipes, mais aussi individuels. Mon père m'a toujours dit, ce que les hommes peuvent faire, les femmes ne le peuvent pas. Et je veux mener cette bataille. Je suis en train de la mener pour montrer à mon père, pour lui prouver que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire beaucoup mieux. Cette fois-ci, nous savons que c'est une compétition que nous allons jouer et une très bonne compétition. Mes filles sont très bien préparées. Pour ce match inaugural, les nombreux fans en ont eu plein les yeux. Les supporters espèrent que cette compétition va relancer l'équipe nationale qui n'a pas pu se qualifier pour la CAN féminine disputée cette année au Maroc. Impossible quand même de refermer cette rubrique sans vous parler du Ballon d'Or. L'Afrique a été honorée par l'attaquant international sénégalais du Bayern Munich. Sadio Mané a terminé deuxième du classement. C'est la toute première fois que l'Afrique intègre le trio du Ballon d'Or depuis que le Libérien George Weah a soulevé cette ultime consécration individuelle en 1995. L'ancien attaquant de Liverpool a aussi remporté le tout premier prix Socrates du footballeur engagé, récompensant son action au Sénégal, dans son village de Bambali en particulier, pour l'égal accès des filles et des garçons à la pratique du football. Le Ballon d'Or, disons, est revenu à Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, une consécration d'une longue et riche carrière du Français. Voilà, c'est ici que se referme cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba. Si vous n'avez pas le mal de l'air, on va prendre un peu de hauteur pour parler de ces secouristes en hélicoptère en Grande-Bretagne qui s'entraînent à piloter une combinaison à réaction de type Ironman pour se rendre plus rapidement sur les lieux d'un accident en montagne. Jamie Walsh, ambulancier au sein du service ambulance aérienne du Grand Nord, a contribué à tester l'adéquation de la technologie aux besoins des ambulanciers tout en apprenant à voler. Les vols d'essai dans la région des lacs du nord de l'Angleterre, soutenus par la société danoise d'énergie renouvelable Ørsted, se sont déroulés sous une pluie battante et avec des rafales de vent de plus de 48 km/h. La combinaison à réaction de Gravity Industries est en développement depuis 2017 et la dernière version imprimée en 3D est dotée de 2 mini-réacteurs sur chaque bras et de 3 dans le sac à dos et peut atteindre des vitesses supérieures à 136 km/h à plus de 3650 mètres. Voilà, je n'essaierai jamais cela. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci à nos partenaires de Balafon TV au Cameroun. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de